Mel Loves Travels, le podcast. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Mélissa et ça fait 10 ans que je suis à la tête du blog Mel Loves Travels, le blog belge du voyage au féminin. 10 ans que je vous emmène avec moi dans ma valise, dans mon sac à dos ou dans mon sac à roulettes à travers le monde. Quelquefois pour des destinations très lointaines, quelquefois pour des destinations toutes proches, et même assez souvent à travers ma bonne ville de Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai décidé de sauter le pas et d'ajouter le son à l'écrit, puisque la radio est une de mes premières amours. Donc je serai votre hôtesse pour les 45 minutes qui suivent. Dans ce premier épisode, on ne va pas aller très loin, du moins si on habite en Belgique, puisqu'il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour se sentir dépaysé. Nous partons à une quarantaine de kilomètres de Bruxelles, dans la ville de Mons. Première information avant d'embarquer, cette escapade a été réalisée avant le confinement, donc certaines choses pourraient avoir un peu changé. En tout cas, bonne nouvelle, les musées dont je vais parler sont à nouveau ouverts, et donc ils vous attendent. Allez, c'est parti. Mons n'est pas la première ville à laquelle on penserait lorsqu'on décide d'aller visiter la Belgique. En général, on s'attarde à Bruxelles, dans les villes d'art flamandes comme Anvers, Bruges et Gand. Les villes de Wallonie, elles restent le plus souvent ignorées, et c'est peut-être bien une chance pour ceux qui souhaitent fuir les excès du tourisme et sortir des sentiers battus. Bon, je pourrais vous parler de Liège, de Namur, de Charleroi, de Dinan, de Tournai, mais je vais vous parler de Mons, chef-lieu de la province de Hainaut, capitale culturelle wallonne et qui fut la capitale culturelle européenne en 2015. C'est une ville qui ne manque pas de richesse puisqu'elle compte 3 inscriptions au patrimoine de l'UNESCO, au patrimoine matériel avec son beffroi qui figure avec les beffrois de Belgique et du nord de la France. Il y a également les mines néolithiques de Spienne, mais elle figure aussi au patrimoine immatériel avec le Doudou qui est la ducasse de Mons. C'est un des plus grands événements populaires de Wallonie, donc il faut vous représenter que c'est tout simplement énorme. Donc la ducasse, elle culmine avec le combat dit Lumson, qui est une reconstitution du combat de Saint-Georges contre le dragon. Il y a des milliers de personnes qui se retrouvent sur la Grand Place pour assister à la mise à mort de la bête par le valeureux saint. Mais c'est une véritable arène où il y a une foule qui est surtout masculine, il faut bien le dire, qui se presse pour essayer d'attraper un poil de la queue du dragon, donc le doudou, qui donne le nom à la ducasse. Et c'est justement sur la Grand Place que je retrouve Bernadette, ma guide, qui va m'emmener le temps d'une matinée à travers les essentiels de la ville de Mons, à commencer par son hôtel de ville. Ce bel édifice gothique a été pensé par Mathieu de Lyons, qui est le même architecte que l'hôtel de ville de Leuven. À l'origine, il devait avoir 3 étages, mais après une explosion durant la construction, vu que l'arsenal était juste à côté, l'argent va manquer et on dut finir le bâtiment en l'état. C'est donc un hôtel de ville inachevé. Plus tard, on lui a rajouté une tourelle baroque qui lui donne un aspect plutôt insolite parce qu'il faut imaginer le corps de l'hôtel de ville est gothique et puis paf, au milieu, on a installé cette petite tour-lanterne baroque. Avant de rentrer, n'oubliez pas de faire une caresse au singe de la garde. Donc cette petite mascotte montoise a une longue histoire dont on ne connaît pas le début. Et qu'est-ce que c'est que cette mascotte ? C'est tout simplement la statue d'un petit singe qui semble se sucer le pouce. C'est vraiment très bizarre de trouver ce genre de statue qui fait partie d'un hôtel de ville. Était-ce l'emblème d'un estaminet qui était logé dans les caves de l'hôtel de ville ? Est-ce que c'était l'œuvre d'un apprenti de corporation qui passait son examen pour devenir compagnon ? Mais l'hypothèse la plus populaire est celle du pilori pour enfants, en fait.
Il y a des générations de Montois et de Borins qui se sont entendus dire par leurs parents qu'on les emmènerait pour les attacher aux singes de Mons s'ils n'étaient pas sages. Une chose est sûre, on ne le saura jamais. En attendant, son crâne poli atteste du nombre de personnes qui l'ont caressé. Mais attention, toujours de la main gauche, pour leur porter chance. Mais revenons à l'hôtel de ville. Si vous n'avez pas réservé de visite guidée, vous pourrez quand même voir la salle des Sacchio où se tenaient les gardes qui surveillaient les allées et venues sur la Grand Place. Un peu plus loin, Bernadette m'emmène vers le salon des mariages. On y sent le côté ancien du bâtiment. Le plancher craque, une grande frise reprenant plusieurs événements historiques de Mons veille sur les futurs mariés. La salle des mariages est une salle plus tardive. Si vous regardez ici, il faut que dans l'autre sens, vous avez 1682 et donc la décoration des plafonds a été faite fin XVIIe siècle. Donc je vous ai dit, toute une série de pièces qui vont s'ajouter au fil du temps. Et je vous parlais des sièges. Regardez ici, on a voulu imiter ce qui se passait dans la pièce principale du Moyen-Âge. Mais ça n'a plus la même fonction, quoi. C'est uniquement décoratif. Bonjour madame. Bonjour. Alors, évidemment, on est dans une salle de mariage. Il y a le portrait du roi Philippe et de la reine Mathilde. C'est une salle qui est toujours utilisée pour les mariages. D'ailleurs, le samedi, si vous passez à Mons, il y a tous les mariages ici sur la Grande Place. Et le plafond, si on revient à la décoration de cette salle, le plafond est en fait un plafond qui illustre la décoration utilisée au XVIIe siècle dans les maisons montoises. Et c'est intéressant qu'on l'ait gardé parce que toutes les maisons montoises, quand elles ont été rachetées par des plus jeunes, ils ont supprimé tous ces plafonds-là, qui ne sont pas très lumineux, mais on a comme ça un peu une image de ce qu'était la décoration au XVIIe, XVIIIe siècle. Très floral. Très floral, oui. Et c'est vrai, comme vous le dites, ça rappelle vraiment, quand on voit les fleurs là, ça rappelle vraiment l'art nouveau, la maison Losso qui est ici à la rue Nimi, qui va reprendre ces notions de fleurs, d'animaux dans la décoration du fer forgé, du bois, etc. La visite va se poursuivre de salle en salle, mais la plus belle reste sans doute le salon gothique. Il a été refait au XIXe siècle, et à cette époque, lorsqu'on rénovait les bâtiments médiévaux, on le faisait plus selon l'idée que l'on se faisait du Moyen-Âge, plutôt que de restaurer l'identique. Le salon a quand même gardé toutes les caractéristiques d'une salle médiévale avec ses poutres, ses fenêtres et ses lustres de taille gigantesque. Le salon est aussi impressionnant par la taille et par ses fenêtres qui donnent sur la Grand Place, mais aussi par le fait qu'elles donnent accès à un balcon où on peut admirer la Grand Place dans toute sa splendeur. Une des particularités de la Grand Place de Mons, c'est qu'elle n'est pas uniforme. En fait, on peut y retrouver tous les styles, depuis le gothique jusqu'au contemporain. Il y a un peu de tout, ce qui fait que cette Grand Place de Mons, c'est un véritable livre d'architecture, en fait. Après la visite de l'hôtel de ville, Bernadette m'emmène pour une balade dans le Mons intramuros, qui révèle de solides maisons en briques et en cette fameuse pierre bleue, si caractéristique du Hainaut. Mais cette pierre gris-bleu est un signe de richesse. Au plus on l'utilise en construction, au plus le propriétaire de la maison montre son pouvoir d'achat. Mons est une ville bourgeoise, aux petites rues pavées et pentues, et se promener du côté des anciens remparts vous plonge dans une ambiance médiévale qui rappelle un peu Bruges. Car Mons est ancienne capitale du comté de Hainaut, et sur le point le plus haut de la ville se trouvait le château des Comtes. Aujourd'hui, il ne reste plus rien que des caves et la petite chapelle Saint-Calixte. En fait, le château a tout simplement été laissé à l'abandon, et les Montois se serviront du château comme d'une carrière, donc il ne reste plus que des peintures ou des gravures en souvenir. Depuis le parc du château, la vue sur les toits de Mons est imprenable, mais impossible de se détacher du beffroi qui trône fièrement sur la colline. C'est le seul beffroi baroque de Belgique, et contrairement aux beffrois plus anciens
qui étaient des symboles de liberté de leur ville, celui de Mons est plutôt une construction de prestige. Mais jusqu'au milieu du 19e siècle, il a servi de tour de guet. Donc il y avait vraiment quelqu'un qui était un guetteur, dont c'était le métier, qui a veillé sur la sécurité des Montois depuis le Beffroi jusqu'au milieu du 19e siècle. C'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Le Beffroi est tout récemment rénové et c'est maintenant un musée et on peut grimper presque jusqu'à son sommet à pied ou en ascenseur. Donc si vous êtes PMR, ça c'est génial. C'est l'occasion d'admirer les 49 cloches du carillon qui fonctionnent toujours. Et lorsqu'il n'y a pas de carillonneur, il y a un énorme cylindre qui rappelle un peu celui des boîtes à musique qui s'actionne et qui enclenche le mécanisme des marteaux qui viennent frapper sur le métal des cloches. Comme vous entendez, c'est assez assourdissant. À la sortie de l'ascenseur, la vue est imprenable. Donc vous avez une vision à 360 degrés sur tout Mons et sa région. Sur les toits tout en bas, plus loin, on reconnaît la lanterne de l'hôtel de ville, le clocher de l'église Sainte-Élisabeth. Plus loin encore, on distingue dans une brume froide la silhouette des terris. Et pour vous aider à vous y retrouver, il y a des écrans tactiles qui sont là, pour vous donner des renseignements sur ce que vous êtes en train de regarder. Le troisième monument à ne pas rater à Mons, c'est la collégiale Sainte-Vaudrue. Elle est très importante vu que cette sainte est à l'origine de la ville. Mariés au futur Saint-Vincent, ils se sépareront mutuellement après avoir élevé leurs enfants pour se consacrer à la vie religieuse. Sur les conseils de Saint-Guilain, qui était son confesseur, cette dame de la noblesse locale vient fonder un oratoire sur une colline. Une abbaye bénédictine s'y développe, puis une ville. Mons est née. La collégiale est un solide édifice en pierre bleue et en style gothique brabançon, donc c'est vraiment une grosse masse. Elle est vraiment massive et comme l'hôtel de ville, eh bien, elle n'est pas achevée. Donc la collégiale devait comporter un haut clocher, mais il ne sera jamais construit pendant les 241 ans que durèrent les travaux. Donc voilà, en 241 ans, cette collégiale n'a pas eu l'occasion d'être terminée. C'est d'ailleurs un sujet de blague pour les Montois aussi, quand on parle d'une chose ou d'un projet qui n'aboutit pas, on dit que c'est comme le clocher de la collégiale. Construite en 1450 et ça a pris plus ou moins 2 siècles. C'est vraiment l'œuvre des chanoinesses, les chanoinesses qui sont quelque part les descendantes de Sainte-Vaudrue. Et ces chanoinesses sont des dames nobles qui venaient de toute l'Europe. Elles étaient 30 à vivre ici tout autour. La plus jeune, quand elle va arriver ici, aura 23 mois. Et vers 20-21 ans, elle quittait le chapitre des chanoinesses, soit pour entrer dans un ordre religieux, soit elle restait ici, soit elle se mariait. Parce que ces chanoinesses ne prêtaient ni vœu de pauvreté, ni vœu de chasteté. Donc on est loin de l'esprit de Sainte-Vaudrue du 7e siècle. Et donc ces chanoinesses vont construire sur leur fonds propre cette collégiale pendant pratiquement 2 siècles. Et la première partie, elles vont commencer par le chœur, qui va être construit ici entre 1450 et 1500 et qui va être fermé par un jubé. Donc un jubé, c'est un mur de marbre blanc et noir sur lequel étaient toutes les sculptures que vous voyez là, qui sont des sculptures de Jacques Dupreux, la sortie du tombeau. Et donc d'à nouveau, ça a été détruit et ça a été... les Montois ont récupéré une partie des sculptures. Je vous propose de faire le tour de la collégiale. Parce que ça mériterait en soi une heure d'explication, bien sûr. Alors, Sainte-Vaudrue, donc, elle va vivre ici au 7e siècle.
Au départ, c'était une aristocrate française qui avait épousé un certain Mal-de-Guerre. Vers 35 ans, elle se sépare de son mari. Ils ont 2 filles, 2 garçons. Vaudrue viendra s'installer ici avec ses 2 filles et Mal-de-Guerre deviendra Saint-Vincent et va s'installer à Soigny avec ses 2 garçons. Vous avez ici la représentation de la tête de Sainte-Vaudrue. Donc après que les révolutionnaires français soient venus ici, ils vont détruire les reliquaires et on va refaire un reliquaire qui correspond ici à l'image qu'on donne de Sainte-Vaudrue. On n'a pas de peinture de Sainte-Vaudrue du XVIIe siècle, donc quand on évoque Sainte-Vaudrue, c'est ce visage-là qu'on voit. Et souvenez-vous, dans l'hôtel de ville, on avait vu Carouste qui avait reproduit, c'est vraiment ici le chef de Sainte-Vaudrue qui va être processionné pendant la procession dit de la Ducasse, dit du Doudou. Mais la curiosité de la collégiale, c'est le quart d'or. Et le quart d'or, qu'est-ce que c'est ? C'est un char de procession. Donc le matin du Doudou, donc la Ducasse de Mons, le char, qui est tiré par des chevaux de trait, sort de la cathédrale pour promener la chasse de Sainte-Vaudrue en ville. Donc on peut d'ailleurs voir les traces de roues sur le sol, donc qui mènent vers la porte. C'est un char qui est vraiment super lourd. Alors, il faut s'imaginer que le char, en fait, on y transporte donc les reliques de Sainte-Vaudrue avec un prêtre et des enfants de chœur. Donc, lorsque le car sort de la collégiale, il y a une grande rampe qui se présente devant elle et le car doit monter cette rampe d'un seul trait sans s'arrêter. Alors, je vous laisse imaginer la scène. Donc, il y a ce char doré est énorme où sont perchés donc la chasse, le prêtre et les enfants de chœur, les chevaux qui tirent en essayant de gravir cette pente toute pavée avec des dizaines de personnes qui poussent ce même char pour aider les chevaux. Avec le lumeçon, c'est le moment d'importance de la Ducasse de Mons. Et il faut savoir que selon la légende, si le quart d'or n'arrive pas à monter cette rampe d'une seule traite, c'est malheur pour la ville. Mons, c'est une ville de culture, certes, mais c'est aussi une ville où on mange bien. Et pour ça, direction la rue des Fripiers. C'est une rue qui essaie de revitaliser le corps commerçant de la ville qui a beaucoup souffert de l'ouverture d'un centre commercial qui est juste à la sortie de la ville. Et les commerçants ont eu l'idée de peindre les petits pavés de la rue de couleurs vives. Donc c'est très simple, ils ont pris une rue avec des pavés qui font peut-être 5 cm de côté. Et ils ont donc fait appel aux riverains, aux bénévoles, aux passants. Bon, évidemment, eux aussi ont participé pour peindre chaque pavé avec une couleur différente. Et ça crée un serpent multicolore donc, qui monte graduellement selon les courbes de la rue. Et avec ça, dans la rue même, vous trouvez de très chouettes commerces, du design vintage, de chouettes restaurants. Et ça donne une rue vraiment très vivante et très jolie. Et vous aurez compris pourquoi la rue des Fripiers sort de l'ordinaire. Et vous aurez aussi compris pourquoi c'est un spot Instagram parfait. Surtout quand il fait beau, il va falloir se battre un petit peu pour faire votre photo. Mais c'est ici que se situe le restaurant où je vais manger, qui s'appelle Olkamerluche, qui est un bistrot de cuisine wallonne. Loïc de Roubaix, le chef, nous parle de son concept. Donc voilà, nous on fait 100% wallon, 100% local. On essaie de travailler au niveau de la nourriture dans un rayon de 20 km essentiellement. Après on a quelques points qui viennent un peu plus loin. On a été notamment pour le fromage, on travaille aussi dans la région de Liège. Un petit peu. On travaille essentiellement avec des producteurs locaux, que ce soit pour la brasserie ou pour la cuisine. Notamment en brasserie, en dehors de toute la gamme trappiste wallonne, on fait 100% wallon. Donc les 4 Chimay, les 3 Rochefort et l'Orval. On travaille bien sûr à Saint-Feuillin parce que c'est l'incontournable de chez nous. Et sinon que des microbrasseries de la région, notamment l'Abbaye des Rocs, qui sont la toute première brasserie à créer du craft, de la microbrasserie en Belgique, qui fête leurs 40 ans cette année. Et aussi la brasserie Légende et la brasserie de Silly qui se trouve juste derrière Paris d'Asia. Ouais. Donc voilà, vous êtes aussi également entouré d'une exposition d'artistes locales. On fait un artiste par mois et demi, 2 mois à peu près. Le premier c'est Apalacios, un Montois d'origine grecque. Et donc on a séparé l'expo en 2 parties. Il y a vraiment la partie sur Mons, c'est différents établissements de Mons et des scènes qui se sont passées à Mons pour la partie après les colonnes.
Et c'est son art plus personnel. Voilà, on a une petite carte de brasserie, on l'a déjà enlevé, vous avez déjà fait votre choix peut-être? Oui, j'ai déjà. Je vais prendre une côtelette Alberto. Ouais, c'est un bon choix. Et alors, du coup, quelle bière Avec ça, quelle bière? Moi je prendrais une petite une blonde un peu acidulée, je prendrais une blanche de Tine, si j'étais vous, mais après... En plus, c'est léger, c'est bien. Ça va comme ça? Ouais. Et donc voilà, carte assez classique, assez traditionnelle, je veux dire, de cuisine wallonne. Par contre, qu'avec des produits vraiment sélectionnés chez les producteurs. Et à côté de ça, des suggestions où on se permet un peu plus de... Voilà, on revisite un peu la cuisine wallonne un petit peu plus moderne, quoi. Super. Voilà, je vous en prie, bonne dégustation. Merci. Alors devant moi, j'ai une côte alberdouille. Donc c'est une côte à l'os de porc qui est gigantesque avec une sauce aux champignons typique du Borinage. Mais vous verriez la taille de la pièce de viande et c'est servi avec les frites et une salade de chicon. Bon appétit à moi. Capitale culturelle oblige, Mons possède pas mal de musées et le premier que je vais visiter, c'est le Mons Memorial Museum. C'est un musée qui est consacré aux 2 guerres mondiales. Mais avant d'en parler, donc le musée vous emmène d'abord à travers l'histoire des conflits qui se sont déroulés dans la région durant son histoire. Parce que Mons a très très souvent servi de champ de bataille. On met un peu en place le contexte historique, politique et géographique avant d'être immergé dans les prémices de la Grande Guerre. C'est la plus grande partie du musée qui est consacrée. Donc, outre des uniformes et des objets d'époque, la scénographie utilise le son, les images, comme aussi du dessin animé, de l'animation, qui reprend les confidences d'un soldat anglais dans les tranchées. Il faut savoir que les batailles les plus importantes qui se sont déroulées du côté de Mons ont été menées du côté des Alliés par, en grande majorité, les soldats britanniques. Towards 8 o'clock, the German artillery starts to fire a few rounds to test our defense. The shots are distant. Nini, Ubu, I can't tell. Strangely enough, these sounds are reassuring. We are ready to do battle. All the boys have their sights set on the horizon. The heat is rising. I'm thirsty. I stay absolutely still. Ici, je me trouve devant un souvenir qui est assez triste de la Première Guerre mondiale. Enfin, il y en a plein, mais celui-là est particulièrement poignant, puisque c'est la pierre tombale du dernier soldat à être tombé pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il s'agit de George Lawrence Price, qui était un soldat canadien et qui est mort au combat le 11 novembre 1918 à 10h58, c'est-à-dire 2 minutes avant qu'on annonce le cessez-le-feu et la signature de l'armistice. C'est vraiment sa pierre tombale. Il était d'abord enterré dans le cimetière d'Avray, je pense, et puis on a transporté sa dépouille au cimetière de Saint-Symphorien où George Lawrence Price repose toujours. Ça devait être la der des der, mais la guerre reviendra en Belgique 22 ans plus tard, encore plus violente. Dans cette partie du musée consacrée à la Deuxième Guerre mondiale, c'est plutôt l'expérience des civils qui est mise en évidence, particulièrement ceux qui étaient impliqués dans la résistance. La visite se conclut avec une expérience immersive sur la libération de Mons. Donc dans une salle, il y a des petites guérites qui sont aménagées et à l'intérieur,
nous sommes invités à mettre un casque de réalité virtuelle et un casque audio qui vous permettent vraiment de vous mettre en immersion dans la peau soit d'un soldat américain, soit d'un soldat allemand, soit d'un ou une résistante ou d'un ou une civile. Donc c'est assez bluffant. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. L'art a une grande place à Mons, et si vous aimez l'art contemporain, vous ne devez pas louper le BAM, le Musée des Beaux-Arts Mons. Déjà, le bâtiment donne le ton, c'est un immeuble contemporain, blanc, qui est tout en angle, et à l'intérieur, les espaces sont aérés, et on imagine qu'il y a de la place pour de grandes installations. Au programme, lors de ma visite, il y avait 3 expositions bien différentes les unes des autres, mais d'une très très grande qualité. Donc la première, c'était le surréalisme dans les collections montoises. Le surréalisme est cher au cœur des Belges, c'est presque une seconde nature pour nous. Et ici, des artistes ennuyés, belges et internationaux sont exposés. Bienvenue dans le monde de l'étrange, où la réalité est détournée et où l'onirisme et la psyché tiennent le beau rôle. Elle est devant un énorme pénis, perso, si j'étais devant un énorme pénis, j'aurais pas une tête neutre. Ça me ferait mourir de rire ou je serais complètement éberluée ou je sais pas, mais là on a l'impression qu'elle ressent rien. Et ça fait bizarre parce qu'il y a trois aiguilles plantées comme ça ici, avec un genre de collier autour du Il faut de l'originalité au moins. Hein. Vous voyez montrer tout ce qui est beau à voir des beaux-arts avec des pommes dessus, quoi. Ils montrent des trucs qui sont plus tordus dans l'esprit des gens. C'est pas mon truc du tout. Je trouve ça pas beau, quoi. Je trouve ça pas bien mis en valeur. En plus, je sais que c'est même pas beau. Les couverts de veine avec des gens en costume. C'est pas du tout beau. C'est déjà pas beau normalement, alors c'est en plus. C'est peut-être ça aussi qui. Vous êtes un petit cochon quelque part, excusez-moi, mais vous n'avez quand même pas choisi d'aller être fille pour faire des commentaires. Les faire rougir devant des dessins qui sont laids. Or, même pas ces dessins-là sont des portes de chiottes. C'est des sexes de malades. Ils ont eu la cif, ces sexes-là. Ils ont eu des choux-fleurs, comme on apprend. C'est le poison lent, ces sexes-là. C'est ce qu'on montre à l'armée, quand j'ai fait mon service militaire en Allemagne, c'est ce qu'on montrait aux jeunes recrues. Ça n'a rien de sexuel. C'est la laideur du sexe qui montre. Et il a oublié comment ça était dans ces dessins. Il a oublié que ça peut être beau. Si une femme développe le sexe d'un homme, qu'elle a le talent pour le faire, eh ben, ça peut être beau, c'est lisse, c'est une bablute, c'est une sucette. Parmi les artistes qui sont exposés ici au BAM, il y a Ivan Tomar, qui est un peintre, sculpteur, dessinateur qui est né en République dominicaine. Et une de ses particularités, outre le fait qu'il ait peint des peintures assez sombres, c'est celle d'avoir inventé un bestiaire. Un bestiaire complètement imaginaire avec des animaux, tous plus étranges les uns que les autres. Et je vais vous lire une description de l'Arkanloon. Cette espèce rare dans son genre ne mange que les jours d'éclipse, nourriture, reflets de lune et fourmis de Brésil. Ne dort jamais. Donc il y en a plein comme ça, avec des descriptions à la fois étranges et poétiques. Au sous-sol, c'est une exposition qui était un peu plus trash. Donc, c'est comme si on avait mis le troublion de la classe à la cave, donc à l'arrière. Et l'exposition s'appelait Anamor et qui marque l'utilisation abondante par Nicolas Failly, l'artiste, d'animaux empaillés.
La pièce de résistance, c'était Memento Mons, qui est une très belle exposition qui reprend le principe du cabinet de curiosité. Le cabinet de curiosité était très en vogue au XIXe siècle et les collectionneurs aimaient à montrer leurs trouvailles, souvent précieuses et ou rares, donc qui combinaient des éléments issus de la nature, des artefacts ou encore des objets venus d'ailleurs. Le tout était agencé par le goût et le fil rouge personnel du collectionneur. Donc dans Memento Mons, les collections historiques des musées montois sont mélangées à des œuvres d'art contemporain ou de design. Donc ça va depuis les silex taillés lors de la préhistoire qu'on a trouvé dans la grotte de Spienne à un tabouret recouvert de paillettes créé en 2018. Donc ça vraiment c'est un vrai cabinet. Donc l'exposition elle est arrangée par thème. C'est un grand fourre-tout où, en un clin d'œil, on peut parcourir des siècles de vie sur Terre. Donc, c'est fascinant et à chaque thème, c'est un peu comme si on déballait un paquet surprise. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Cela nous emmène à prendre énormément de recul sur l'homme, son impact et le monde où nous habitons. Malheureusement, donc, toutes ces expos, elles se terminaient au mois de janvier. Donc, je vous invite à aller sur le site web du BAM pour découvrir quelles expos se déroulent pour le moment. Et c'est certain que ce sera de la très grande qualité. Pour la prochaine étape, nous prenons le chemin de Quem, qui est un village qui fait maintenant partie de la ville de Mons. À la fin des années 1870, un jeune apprenti pasteur venu de Hollande et nommé Vincent van Gogh vient s'installer dans le Borinage. Le Borinage, c'est un des principaux bassins d'extraction de charbon en Belgique. Elle fait la richesse du pays, mais les mineurs et leurs familles vivent dans une misère noire. Hommes, femmes, enfants, chevaux, tout le monde vit et peut mourir sous terre. Van Gogh est à l'époque un jeune apprenti pasteur. L'enseignement théologique aux Pays-Bas étant trop rigoriste pour lui, sa famille décide de l'envoyer auprès de l'église protestante de Belgique, qui est censée être un peu plus libérale. En mission évangélique, Vincent décide de partir dans le Borinage. Il s'installe d'abord à Pâturage, puis à Wam, et enfin, en août 1879, il s'installe à Quem, auprès de la famille de Kruck. Cette maison a bien failli être détruite, si ce n'était pour des passionnés d'art et d'histoire qui ont réussi à préserver ce souvenir du passage de Vincent van Gogh dans le Borinage. Il y a un petit centre d'accueil où on expose un peu la situation du Borinage à l'époque où Vincent y est arrivé, et puis un petit chemin vous mène vers la maison avec différentes balises donc qui reprend tous les passages importants de la vie de Vincent van Gogh. À l'intérieur de la petite maison, un film documentaire y est projeté qui raconte la vie de Van Gogh dans le Borinage, qui est particulièrement bien documenté puisque Vincent a entretenu tout au long de sa vie une très abondante correspondance avec son frère Théo. Et les lettres de Vincent à Théo sont lues par Tom Barman, le leader du groupe Deus. Cette nuit-là, Van Gogh raconte sa pérégrination dans les faubourgs de la ville. Touché par les ouvriers qui s'activent encore, malgré l'obscurité, il dessine ce qu'il voit et expose son nouveau projet à son frère. Il existe dans le sud de la Belgique, dans le Hainaut, une contrée appelée Borinage, où vit une population curieuse d'ouvriers travaillant dans de nombreux charbonnages. J'aimerais aller là-bas comme évangéliste. Je n'en reviendrai pas sans avoir quelque chose à dire qui vaille vraiment la peine d'être entendu. Au contact avec les mineurs et constatant la misère dans laquelle ils vivent, Vincent va vraiment se prendre d'affection pour le Borinage et pour les mineurs, vivre comme eux presque. Et ce dévouement va se trouver désavoué par l'église protestante. Vincent van Gogh va être considéré un peu comme un agitateur et il va finalement, dégoûté, se tourner vers sa vocation profonde qui était l'art. Et dans cette maison de Quem, il va s'exercer à l'art
avec Théo qui lui enverra de l'argent pour acheter du papier, du matériel de dessin, et il va s'y exercer jusqu'à son départ en octobre 1880, où il rejoint Bruxelles et il s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts. L'artiste était né. Donc on peut d'ailleurs admirer une copie d'un de ses dessins au fusain, puisque, en guise d'exercice, Vincent faisait énormément de copies, et on peut trouver une copie d'un de ses dessins au fusain. Donc l'original se trouve à l'Artothèque de Mons. C'est un exercice d'après le peintre Millet que Vincent transformera plus tard en Les Bêcheurs, qui est une des premières véritables œuvres de Van Gogh en tant qu'artiste. Restons dans la région de Mons et dans le monde de l'art, au MAX, le musée d'art contemporain situé dans le complexe du Grand Ornu. Le Grand Ornu, c'est d'abord un site inestimable, un véritable joyau de l'ère industrielle. Mais c'est aussi une utopie, celle d'Henri de Gorge, un homme d'affaires français venu en Belgique pendant l'ère napoléonienne. Ayant acheté une mine à Ornu, il va s'attacher pendant 20 ans à construire un charbonnage moderne et une cité modèle pour ses employés et leurs familles. Il y avait sans doute une partie de philanthropie dans le projet d'Henri de Gorge, mais surtout il y avait une bonne dose de ruse, puisque le but était d'essayer de retenir ses employés qui étaient particulièrement mouvants dans le secteur minier. Assurer aux mineurs et à leurs familles de bonnes conditions de vie était une façon de retenir ces employés qui seraient sans doute partis, puisque le travail était particulièrement pénible. La cité est construite au bord des installations industrielles qui sont comprises dans un grand carré qui entoure lui-même une cour ovale. Les puits de charbon, eux, sont à l'extérieur et tout près de la cité. Logements, dispensaires, épiceries, écoles, tout était prévu au Grand Ornu. Une idée certes paternaliste, mais visionnaire à une époque où les conditions de travail étaient particulièrement dures. 1 an après la mise en route de la salle des machines, Henri de Gorge meurt du choléra en 1832. Il aura à peine eu le temps de voir son projet se concrétiser. L'exploitation continuera malgré tout jusque dans les années 50. Après plusieurs années de péripéties, le Grand Ornu sera sauvé et transformé pour en faire le musée d'art contemporain, le MAX, et le centre d'innovation et de design, le CID. Il est également classé à l'UNESCO, ce qui fait que cet impressionnant complexe restera avec nous pour encore bien des années. Le Grand Ornu, c'est aussi le lieu d'implantation d'un des projets culinaires du chef étoilé Sangung de Gimbre, la brasserie Rhizome. Et je dois vous dire que quand j'ai appris que j'allais manger là-bas, j'étais vraiment dans tous mes états parce que Sangung de Gimbre est super connu. Donc c'était vraiment une occasion de goûter à sa cuisine à laquelle j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. C'est une brasserie, mais une brasserie de haut vol, comme on peut s'y attendre de la part d'un tel chef. Le menu présente seulement 3 options en entrée, 3 plats et 2 desserts, dont une option à base de légumes. Ou alors, vous pouvez choisir un menu à l'aveugle et vous laisser surprendre. C'était mon cas. Et j'ai hérité du dessert aux légumes tournant autour de la carotte. Mais je m'en doutais, j'étais certaine que j'allais avoir ça. Vous l'aurez compris, c'est le végétal, surtout fermenté, qui est vraiment mis en avant dans la cuisine de Rhizome. J'en ai eu dans mes 3 plats des légumes fermentés, y compris dans le dessert, et c'était assez désarçonnant, surtout avec le sucré, vu que les légumes fermentés ont un petit côté un peu acide, mais les saveurs sont très pures et j'ai absolument pas été déçue. C'était surprenant pour moi. Le MAX est connu pour la grande qualité de ses expositions. Installé dans la maison des ingénieurs, les volumes du musée sont vraiment très impressionnants et c'est le lieu rêvé pour y exposer les plus grandes des installations. Le tout a été réalisé en préservant le bâtiment puisqu'il est classé. Et lorsque j'y étais, se tenait l'exposition Les abeilles de l'invisible qui battait son plein, donc elle s'est terminée au mois de janvier.
C'est une très belle mais exigeante exposition sur le monde de l'invisible qui est un propos assez large et plutôt métaphysique. Et dans l'expo, elle est incarnée de manière radicalement différente par chacun des artistes. Parmi les plus abordables, il y a les vidéos des aquarelles dans l'eau de l'artiste franco-turc Sarkis, qui sont inspirées par la technique de l'ébru, qui est une technique de peinture à l'eau typique de Turquie. C'est hypnotique puisqu'on regarde des volutes de couleurs se répandre et se dissoudre dans l'eau. C'est aussi la réalisation poétique de Fabrice Samain qui, après de longues observations, a réussi à reproduire les teintes et la luminosité du ciel à différents stades de la journée et à les mettre littéralement sous cloche. Ce sont les violents contrastes d'ombre et de lumière, ou les rayons invisibles du soleil qui éclairent les coins de bois et les tirs de l'obscurité sur les tableaux très nature de Jean-Marie Bittebir, ou encore le processus presque alchimique du travail du métal du sculpteur Daniel Turner. C'est à nouveau José Maria Sicilia. Et donc José Maria Sicilia, sa particularité, entre autres, c'est de travailler avec de la cire liquide. Et donc, vous voyez, le cadre a une certaine épaisseur. Donc, il coule de la cire liquide dans son cadre et alors il le bouge, c'est assez physique, et de là, vous voyez ces ondoiements à la surface. Elle est encore liquide, bien sûr, et puis elle va se figer petit à petit et elle va figer aussi les pigments qu'il vient jeter à l'intérieur de la cire, et donc à travers ce mouvement il parvient aussi bien sûr à faire bouger les pigments, mais il conserve toujours un caractère aléatoire, et c'est aussi ça qui l'intéresse. Et vous avez ces jeux d'opacité qui sont tout ce rapport du visible à l'invisible qui sous-tend toute cette exposition. On le connaît mieux, José Maria Sicilia, avec ses grandes fleurs rouges, ses coquelicots rouges. On en possède dans l'exposition, mais on ne les a pas présentés parce qu'il y avait un côté trop flamboyant. Or ici, il y a quand même tout ce rapport au mystère, à l'énigme, à l'invisible. Donc on a préféré proposer ces grisailles. Il n'y en a pas un à l'hôtel de ville de Mons ? Il y en a un à l'hôtel de ville de Mons, oui. Se partageant l'espace du Grand Tornu avec le Max, il y a le CID, le Centre d'innovation et de design. En fait, c'est même lui le premier qui s'est installé ici. Et le CID expose aussi dans l'ancienne grange au foin et dans les écuries sur un thème très actuel, nature morte, nature vivante. Et cette expo, elle traite de la nature en tant que sujet artistique et figé pour l'homme, mais aussi elle traite de la résilience de la nature par rapport aux perturbations apportées par l'homme. Donc comme il s'agit de design, on entre plus dans de l'art appliqué, mais la distance entre les arts plastiques, elle est souvent bien mince, surtout lorsqu'on se retrouve à regarder un mur tendu d'une espèce de papier peint à fleurs, donc qui figure une espèce d'immense tableau, ou bien de regarder des bonsaïs qui semblent avoir été plongés dans l'eau dans divers aquariums et qui sont assemblés de façon à faire comme une espèce d'arbre géant. Un exemple étrange et quelquefois poignant aussi, ce sont ces bijoux qui sont construits autour de tomates qui ont été forcées de mûrir à travers des cercles de métal. Donc, et c'est pour se représenter jusqu'à quel point la nature arrive à se faufiler et à s'épanouir malgré les contraintes artificielles. Mons et le Borinage, c'est aussi une certaine idée de la convivialité. J'y étais justement pour l'ouverture du marché de Noël Mons Cœur en Neige. Alors si vous voulez voir un marché de Noël qui soit à taille humaine avec une ambiance vraiment chaleureuse, puisque les Montois et les Borins sont connus pour être assez expansifs et amicaux, je vous invite à venir jusqu'à Mons pour profiter de ce chouette marché de Noël donc pour la fin de l'année. Pour justement éclairer cette magnifique place qui pour l'instant est éteinte. Donc, 5, 4, 3, 2, 1 pour le gros sapin. 5, 4, 3,
2, 1 pour la Tour d'Alsace. 5, 4, 3, 2, 1 pour le sapin mécanique. Voilà. Et maintenant, 5, 4, 3, 2, 1 pour notre beau hôtel de ville. 5, 4, 3, 2, 1 pour la fête et pour le grand place Céline. C'est parti. Bonne fête à vous, amusez-vous bien et on reste à votre disposition évidemment, Nicolas. Allez, bonne soirée, bonne fête à toutes et à tous. Mons et le borinage, c'est aussi une certaine idée de la convivialité. En reprenant le train vers Bruxelles, je me sens riche de cette ouverture sur d'autres modes de pensée et de perception que seul peut apporter l'art. Riche de réflexion aussi, et franchement, si l'argument « visiter Mons vous rendra plus riche » ne vous convient pas, eh bien je rends mon micro. Mais avant de le rendre, en tout cas pour aujourd'hui, je vous invite à m'envoyer vos commentaires et vos retours. N'hésitez pas à me faire savoir ce qui vous a plu ou ce qui vous a moins plu dans cet épisode. Je compte énormément sur vos impressions pour aider un petit peu à définir cette expérience sonore. On se retrouve pour un prochain épisode et en attendant, à bientôt.